Merci d'être encore en direct sur Info TV au canal 317, sur Canal Plus International. Nous sommes justement mardi, c'est un nouveau jour. Merci de continuer à nous faire confiance. 10h, 11h52, vous êtes justement en direct de votre programme Espace Miné. Espace Miné, c'est 3 rubriques majeures. D'abord, la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Une affaire exclusive de Patrick Bala. On marquera en deuxième partie un autre arrêt et ce sera pour évoquer la dénonciation du jour. Ce sera naturellement avec celui qui détient également cette exclusivité de la dénonciation, Bernardo Basson. Si vous en avez convenance, on terminera par l'instant de l'analyse. Ce jour, on parlera beaucoup plus de politique avec une interrogation. Quel peut être le rôle et l'importance de la politique pour un État? Le cas du Cameroun nous intéressera prioritairement. Quel regard jetez-vous sur la politique lorsque nous devons parler des États, lorsque nous devons parler des pays, lorsque nous devons parler des nations? On en parle avec un peu plus de profondeur tout à l'heure avec nos invités qui répondent déjà tous présents. Galanterie oblige. Je commence par la jeune dame en studio, Fatouma Noura. Bonjour. Bonjour, parfait. Bonjour à tous les copanélistes. Bonjour aux millions de téléspectateurs. C'est un honneur d'être sur votre plateau et ouais, je suis contente d'être là. Voilà. Rien de plus. Vous êtes contente d'être là. Oui. Le Ramadan, ça a commencé hier. Oui, en principe, ça a commencé hier. Justement, il y a une petite polémique autour de la question. J'en profite pour dire 2 mots sur la question. On a 2 instances une instance qui est reconnue comme étant celle qui est habilitée à observer le croissant lunaire. Malheureusement, il y en a une autre qui s'est imposée de façon assez frauduleuse sur la scène nationale. Et on ne comprend pas pourquoi ce jour, les autorités n'ont rien fait pour la stopper. Sauf qu'il y a comme une sorte de jeu d'intérêt qui fait en sorte que quand justement l'instance frauduleuse qui généralement sort ses prédictions assez, quand je dis prédictions, je veux dire, donne la date du début du Ramadan de façon assez prématurée généralement, l'autre se sent comme l'obligation de s'inscrire en faux. Parce que normalement, on aurait dû commencer le Ramadan hier. Malheureusement, on nous a dit que c'est aujourd'hui que ça commence. C'est comme c'est l'instance habilitée, oui, nous on commence aujourd'hui, sauf que la lune, elle est bien identifiable. Finalement, je comprends rien, ça fait un désordre. Oui, vous amenez votre bataille là, même sur le plan de Dieu. En fait, un désordre qui est entretenu. C'est ça. Il est entretenu par qui? Il est entretenu par l'autorité même administrative. L'autorité administrative gagne quoi? Bon, j'aimerais bien savoir ce que l'autorité administrative y gagne. Tout ce que je sais, c'est que... Ils veulent semer un peu de zizanie dans la communauté musulmane du Cameroun. Tout ce que je sais, c'est qu'on a les moyens de stopper ceux qui ne sont pas reconnus par l'État, mais qu'on ne le fait pas depuis des années et que ça perdure. Sauf que ça a un impact réel. Nous, en tant que musulmans, on sait l'impact que ça, que ce soit par rapport à la fin du Ramadan, que ce soit par rapport à ce que nous on appelle chez nous la nuit du destin, qui est extrêmement importante dans le calcul des jours du Ramadan. Et il y a plein d'implications et c'est dommage que... Donc il ne faut pas prendre ça à la légère. Oui. D'accord. De toutes les façons, les autorités administratives vous ont suivi ce matin. Nous espérons qu'elles, ces autorités, vont tout simplement prendre la meilleure décision. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Fatouma Noura est femme politique. Elle est du côté du PCRN. À côté de vous, on accueille Samuel Mbonjok, qui est également venu nous dire bonjour ce matin. Bonjour Samy. Bonjour parfait Haïti, bonjour à tous les millions de téléspectateurs de la chaîne de télévision la plus regardée au Cameroun. J'espère que Médiatude aura l'occasion de faire le classement en termes d'audimat. Je suis scotché tous les jours, même si je ne suis pas très disponible. Médiatude n'est pas trop fan d'Info TV. Hein? Médiatude n'est pas trop fan d'Info TV. Et je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème au niveau
des enquêtes. Parfois, des quand sondages. Médiature fait ses classements, j'ai envie de dire, de demander à un voisin, donne-moi un billet. On se demande quels sont les critères de Médiature. Sur quelle base on mesure le climat, et pourtant ce sont des éléments factuels, ce sont des éléments mesurables et vérifiables dans c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quoi, Samy? Je vais l'interrompre encore. Oui. Espace Minier débute à 10 heures. C'est-à-dire, on va faire comme au village. Voilà. Nous n'avons pas les instruments sophistiqués comme les Blancs. Vous commencez seulement à faire le tour des ménages. Pour voir quelle est la télé qu'on regarde. Voilà. Essaie un peu de faire ça maintenant. C'est-à-dire, l'espace Minier a été lancé. Faire le tour des maisons, des bureaux. Mais quand tu vas faire le classement, il n'y a même pas espace. Voilà. Ça fait rire, Samy. Ça fait rire, mais en réalité, nous qui sommes les hommes de terrain, nous qui nous baladons à travers la République, nous voyons véritablement ces sondages-là sauter à l'œil. Et je profite parfois ici pour vous transmettre des salutations d'une communauté dont on ne parle pas trop. Il s'agit des populations du village de Ndotokwak. C'est où ça? De Ndotokwak. Vous savez, nous nous baladons à travers le territoire national et nous découvrons des communautés, le Cameroun profond. Ndotokwak, c'est une localité située dans le département du Nkam, arrondissement du Nord Makombe. En passant par Sorok, vous allez trouver Ndotorong, vous allez trouver Ndotokwak. Bon. De toute façon, ce sont des localités c'est loin, hein? Vous savez, quand Info TV n'arrive pas, connaissant votre brillance, n'arrive pas à décrire Ndotokwak comme c'est le cas du Cameroun, est-ce que ça sera le ministre de l'eau et de l'énergie qui va placer Ndotokwak pour qu'il y ait de l'eau là-bas? Le fleur au ministre de l'eau et de l'énergie. Est-ce que ce sera le ministre de la femme et de la famille qui sait qu'il y a des femmes qui vivent en Ndotokwak qui ont besoin d'une assistance? Donc, pour ne pas dire d'autres membres du gouvernement, non, Ndotokwak c'est une localité qui est véritablement abandonnée, d'abord de par son nom. Quand on dit Ndotokwak, rien à voir avec le Cameroun, on se dit même que c'est en Afghanistan ou bien... C'est bel et bien au Cameroun, dans mon département, le Nkam. Et je fais une fleur à tous ceux qui sortent de cette localité. Je pense à mon frère qui est au Canada aujourd'hui. Je te passe un bonjour, mon frère. Il s'appelle Guy Nkan, Valérie Nkan, oui. Et je profite pour saluer toutes les élites de cette localité. Vivement que la mobilisation du département du Nkam aille également vers ces zones qui sont abandonnées et qui sont vraiment délaissées à travers le triangle national. Merci. Hein. Je pense qu'en matière d'élite, vous en avez pourtant. On a connu un certain ministre, Titi Pierre, je pense qu'il est de la localité. Effectivement. On a connu également un autre député pendant plusieurs années. Il a fini même par être secrétaire général de l'Assemblée nationale, l'honorable Gaston Komba, qui est également de la localité. Il est même du Nord Makombe, plus précisément on a connu un autre ministre, vous avez parlé du professeur Mokoko Mbonjo, qui est également de la localité. Professeur Ebenezer Ndjomoulé, ancien ministre qui est de la localité. Et celui en exercice, professeur Narcisse Mwele-Kombi. Le ministre des Sports, professeur Mwele-Kombi, qui est de la localité. On va les citer à l'appel. Mais finalement, avec toutes ces élites, pourquoi dans les Ndotokwak sont comme si c'est un enfer? Voilà le paradoxe. Donc, je crois qu'on aurait à écrire notre livre. On arrête la liste de personnalité. Le paradoxe du Nkam. Donc, il faut véritablement que le Nkam se réveille. Et je salue les Indjikbiakat. Là, c'est dans l'arrondissement de Yingi qui organise une grande rencontre, la toute première rencontre du genre depuis les indépendances. Les Banènes décident de se retrouver à Ibouti. Ibouti, c'est le village de l'honorable Mot Samuel, qui parle beaucoup du RDPC là. Mais on va y aller et on va voir ce que Ibouti représente sur l'échiquier national. Les Indjibiakat se sont donc décidés de se rassembler pour parler du développement finalement de leur terroir. Et moi, je suis Indjibiakat en passant. Merci Samuel Mbonjok d'avoir pensé à vos origines. Mais d'une autre manière. Je souligne à l'endroit de nos nombreux téléspectateurs que Samuel Mbonjok est journaliste et directeur de publication du journal Direct Info. En face de vous, Bernardo Basson, le Sucre National est également en poste. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, le Mbonjok de Nkuta de modérateur. Bonjour,
à tous ceux qui nous reçoivent. Un bonjour spécial à un grand fan d'Espace Miné. Il vit à PK13 à Douala, un enseignant retraité. Il s'appelle Monsieur Nguidjoy Martin. Donc on lui dit un bonjour spécial ce matin. Bernardo, aujourd'hui c'est la journée internationale ou mondiale de quoi? C'est la journée mondiale contre la censure sur Internet. De nombreuses organisations ont considéré qu'il y avait beaucoup de limitations d'expression sur Internet et qu'il fallait militer en faveur des levées des censures sur Internet pour une communication plus libre. Sauf que les propriétaires, entre guillemets, des plateformes sur Internet considèrent que libérer complètement la parole, c'est laisser la possibilité à de nombreuses dérives de s'installer durablement. Donc ça reste un pugilat entre les deux parties. L'une qui considère qu'on devrait libéraliser la parole de manière absolue et l'autre qui estime qu'on devrait bien sûr restreindre un certain nombre de contenus pour éviter les dérives totales. Vous voulez mon avis? Bien sûr. Je pense que sur ces plateformes digitales, c'est encore même trop de laxisme. Moi aussi, je si le on pense. pouvait même renforcer 10 fois plus. Et il y a des gens qui ont pour seul métier insulteur sur les réseaux sociaux. C'est son métier, insulteur. Je ne sais pas s'ils ont un salaire. En tout cas, quand ils se lèvent le matin, probablement n'a pas bien mangé la veille, et il se demande qui est-ce que je dois insulter ce jour. Si sa tête tombe sur Fatouma Noura, c'est terminé. Il se délecte en insultant une dame qu'il ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Je pense qu'il y a même trop de laisser-aller encore au niveau de ces réseaux sociaux. Mais par rapport à l'Internet parfait ici, je voudrais dire à tous ceux qui sont haineux, qui sont violents, qui sont coléreux, insultants, donneurs de leçons, qu'ils vont vite mourir. Ils vont bientôt mourir. Le monde est assez stressé comme ça. La vie est assez difficile. Les gens souvent me reprochent sur Espace Miné d'être trop blagueur, d'être trop détendu, de ne pas être sérieux. Je leur dis souvent que ce n'est pas une émission du dimanche ici. Ici, on apporte de la bonne humeur aux gens. Monsieur il est excellent en la matière. C'est aussi pour ça qu'on est là. Il y en a qui, à 10 heures, veulent dormir dans leur bureau. Grâce à l'émission, ils retrouvent le sourire et puis ils ne trouvent pas le sommeil. Donc, vraiment, ceux qui sont donneurs de leçons, qui aiment insulter, qui aiment bavarder et tout ça, vous allez mourir. Nous, là, on essaie de dire ce qu'on peut et on fait rire les gens, on détend les gens. C'est très important. Nous, on mourra après. Donc, laissez-nous apporter la bonne humeur à ceux à qui on peut l'apporter et puis voilà. Merci Bernardo Basson. À côté de vous, nous accueillons le consultant de tout temps, mais alors de tous les temps, le dit fils de Boumiebel, qui est une fois de plus parmi nous ce matin. Pierre Bleriot-Niamey, bonjour. Bonjour, parfait ici, bonjour à votre panel, bonjour à nos millions de téléspectateurs. J'aimerais adresser mon bonjour à deux personnalités. La première, c'est un ami que nous avons en commun, Bertrand Onandi. On l'appelle Isingangayawala. Il est de Nkouabe. Ouais, Pangom Diap. Pangom Diap. Bertrand Onandi. C'est un grand homme, hein? Un très grand cadre du côté du port autonome de Douala. Oui, quelqu'un de discret, une belle amitié, une belle âme. Le défaut aussi, c'est qu'il est beau physiquement. J'aime pas faire remarquer qu'un homme est beau physiquement. Vu le contexte. Le contexte est donc, Bertrand Onandi, on l'appelle ici. Voilà. Je voudrais lui adresser mon bonjour très sympathique. Il sait ce que je pense de lui. Je voudrais également adresser un bonjour filial à l'un de mes papas. On l'appelle CK2. CK2. Les gens comprennent le code. Non, moi je comprends rien. Charles code 2. Charles, C pour C. Oui. Corps, c'est un nom bassa. Oui. 2, il est code 2 Charles. Ah, d'accord. Donc le sigle que nous avons CK2. CK2. C'est l'un des premiers experts comptables de ce pays. Il vit encore? Il vit. Ça fait longtemps. Il vit. Samuel est surpris de savoir qu'il vit encore. Non, il vivra encore pour longtemps. J'étais avec nos maîtres en comptabilité. Et il vivra encore pour longtemps. C'est l'un de mes papas. Il est juste, quand vous êtes à Boumiebel, avant le péage, si vous venez de Yaoundé,
le dernier domicile à gauche, avant le péage. Si vous venez de Douala, juste après avoir traversé le péage, il est là. Il est là. Et il m'aime particulièrement. Je fais partie des enfants qui donnent du fil à retordre aux parents. Et j'ai comme ça 3 papas chez moi qui m'ont adopté. Un vient de mourir, j'en ai parlé hier. Maître Emmanuel Tan. Il y a lui, CK2, et mon papa de famille, Mbondo Emmanuel Pierre. Mbondo Emmanuel Pierre, c'est l'un des premiers produits de l'ESSEC de Douala. Voilà. Des gens qui était une école prestigieuse. Ah oui, qui commence à perdre un peu. Oui, l'un des professeurs. Non, il a été directeur à Padmore, dans la zone de, comment on appelle, après EDA, quand vous allez, Ferme Suisse. Et ensuite, il a fait dans les assurances. Mais surtout, je ne les cite pas par rapport à cela, mais par rapport aux valeurs qu'ils incarnent. C'est de grandes personnalités dans l'âme. CK2 est milliardaire. Mais il aime causer avec le pauvre type que je suis. Il est milliardaire. Oui, mais pourquoi vous cachez ces détails depuis? Là, ça devient plus intéressant. C'est l'un des grands experts comptables. Et là, on va reparler à l'offre. Non, et puis il a mon cœur. C'est tout ce que tu as dit depuis là. Son nom, c'est là que tu la vraie information. Mais il faut qu'on a le salut. Non, c'est une information. Non, mais attendez, il m'a mis, je crois aussi, pour ma discussion. Alors, nous faisions un travail de famille. Je devais monter un document de famille. Il me dit, tu penses que ça peut coûter combien? Je lui dis, on n'aura besoin que de 100 000 francs pour l'imprimerie. Il me dit, mais tu n'es pas sérieux. Et tout le travail intellectuel, je lui dis, non, mais je ne vends pas mon travail intellectuel. Je crois que, enfin, c'est pas pour moi, c'est un peu comme ça que je vis. Très bien. Donc, ça fait, si vous voulez être l'ami des vrais milliardaires, il ne faut pas leur parler d'argent. C'est l'expérience que j'ai. Merci. J'ai quelques amis milliardaires. Hein. Nous avons un ami commun milliardaire. Vous veux que je le cite? Il n'est plus trop mon ami. Non, celui-là est bleu. L'ami commun que nous avons qui est milliardaire et qui est-ce qu'il est du côté de Nkwaban? Non, non. Ah, d'accord. Non, nous avons un ami commun. D'abord, un ami, un papa commun. Je dois le citer. Hein. Allons-y. Paul-Éric. Ah ouais. Mais c'est un homme d'une modestie indescriptible. Hein. Pourtant, il est milliardaire. Voilà. Mais il ne te le fera jamais comprendre. J'ai l'impression que ce sont les pauvres qui font trop bruit. Oui, finalement. À la fin. Oui, parce que si vous parlez de l'honorable Paul-Éric Djomgwe, attendez, quand il vous parle au téléphone, vous avez l'impression que vous confondez. Ouais. Parce que il vous parle avec courtoisie, si grande courtoisie, avec sympathie, alors que bon. Maintenant, il y a aussi des gens que l'argent a secoué, ils n'étaient pas préparés. L'argent les a secoués là où ils étaient assis. À partir de là. Il vous demande qu'est-ce qui vous arrive. De toutes les façons, bonjour particulier ce matin à l'honorable Paul-Éric Djomgwe, qui est donc le député de Yaoundé 2, et très aimé des populations. Ah, les populations, avec le ramadan qui commence, à sa particularité. Comme il est dans la zone, il arrose la communauté. Il arrose la communauté musulmane. Bon. Je serais devenu musulman à l'occasion, mais j'ai pas besoin de ça pour que... Pierre Blaireau, la sagesse de ce mardi matin. Alors, la sagesse de ce mardi matin nous dit, il faut laisser passer l'émotion avant d'interroger la raison. Sinon, cette dernière sera toujours prise au dépourvu. On peut reprendre. Il faut laisser passer l'émotion avant d'interroger la raison. Sinon, cette dernière, dont la raison, sera toujours prise au dépourvu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas prendre des décisions quand on est sous le coup d'une émotion. Que ce soit la joie, que ce soit la colère, toute forme d'émotion. Parce que la citation me vient de ce que un monsieur m'a dit il y a quelques jours, qu'il a promis à sa femme de lui acheter une voiture. Il était très joyeux. Il avait bu 4 bières. Non, il venait d'avoir un rapport très joyeux. Il a dit, je vais t'acheter la voiture cette fin de mois. Cette fin de mois. Alors qu'il est endetté, il a des problèmes. Maintenant que les esprits sont revenus, il veut regretter.
C'est pour lui que j'envoie cette citation pour qu'il dise à sa femme que non, c'était des émotions. C'est vrai que vous et nous, on en parlait déjà il y a plus d'1 an sur ce même plateau. Les promesses faites souvent entre 4 murs. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment bien précis, ils sont nombreux, les hommes qui font souvent trop de promesses aux femmes. C'est pour cela qu'il faut aussi éviter de demander les choses aux gens quand ils sont heureux. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui parlent sans qu'on leur demande. Donner 10 millions. Qui vont t'acheter l'argent. On va aller à Dubaï la semaine prochaine. En réalité, elle est dans l'émotion, entre 4 murs, il commence à débiter des choses. Voilà. Et la femme, elle retient. Elle retient. Et 2 jours plus tard, la femme dit, mais bon, la voiture. Le gars dit, mais quelle voiture? Non, il faut laisser passer l'émotion avant d'interroger la raison. Espace Miné, 10h, 11h52, c'est une affaire des démineurs. À tout de suite pour la suite. Patrick Bala, bonjour. Bonjour Parfait Aïssi, bonjour au panel, bonjour également aux millions de téléspectateurs de ce programme exceptionnel. J'ai encore eu l'occasion justement hier, j'étais avec nos amis du Nord qui parlaient de cette prestigieuse émission avec beaucoup d'émotions. Là, c'était une émotion positive. Émotion saine. Oui, émotion saine. Cette émotion qui nous amène à promettre des choses bizarres. Oui, justement. Et je tenais également à rendre un vibrant hommage à l'honorable Paul-Éric Diomgoué. C'est votre ami, lui c'est un père pour moi. Je l'ai connu, ça fait pratiquement 7 ans. Et justement, je peux pas dénombrer le nombre de bienfaits qu'il a apporté dans ma vie. Généralement, Paul-Éric. Oui. De toutes les façons, c'est un grand frère bien. Oui. Généralement, ce genre de grand frère là. Généralement, à partir de je compte pas ce qu'il fait tout au long de l'année. À partir de novembre, je suis tranquille. Moi, je cherche pas l'argent de fait. Patrick Bala, à chaque fois qu'il nous retrouve sur ce plateau, sachez que nous devons dire faire un tour du côté des kiosques pour avoir justement la température qui prévaut. Patrick, que disent les journaux? Eh bien, parfois ici, les journaux de ce matin vont nous conduire du côté du journal Maison, celui de Dieudonné Mveng. On parle là d'infos matin qui revient justement sur la question des orages, les dégâts causés justement par cet orage-là. Eh bien, le retour à la normale, c'est dans une dizaine de jours. Des assurances ont été données hier aux victimes par le ministre de l'administration territoriale qui accompagnait sa collègue des enseignements secondaires. Eh bien, Paula Tangandi et Nalova Lyonga ont évalué l'ampleur des dommages subis par certains établissements scolaires et bâtiments administratifs dans la ville de Yaoundé lors des vents violents de vendredi dernier. Information contenue à la page 3 de ce journal. On parle d'alerte maximale avec Cameroun Tribune. Le quotidien Capitaux Public de Marie-Claire Nana revient sur le dernier bulletin périodique de l'Observatoire national sur le changement climatique qui annonce d'ailleurs une augmentation globale des pluies à travers le pays, plus pour les 3 prochains mois. Et déjà, on annonce déjà que on a eu un mort et d'importants dégâts matériels enregistrés après la violente averse de vendredi dernier ici à Yaoundé. Le ministre de l'administration territoriale et des enseignements secondaires se sont rendus sur le terrain hier pour évaluer les pertes informations contenues de la page 2 à la page 3, mais également de la page 14 à la page 15 du journal Cameroun Tribune ce matin. Allons voir ce que nous dit Expression, la nouvelle expression ce jour. La nouvelle expression s'intéresse aux années glorieuses de la Camer. Eh bien, selon un ancien commandant de bord de la défunte compagnie de la navigation aérienne du Cameroun, celui-ci a d'ailleurs décidé de revenir sur l'impressionnante toile d'araignée que l'étoile du Cameroun avait tissée dans le ciel du Cameroun, de l'Afrique et même du monde avant d'être abattue en plein vol sous l'ère du renouveau.
Et d'ailleurs, illustration avec ce Boeing Cameroun Airlines, Boeing donc qui illustrait bien les belles pages du Cameroun à cette époque-là. Eh bien, le journal s'interroge, il y avait quoi avant? Eh bien, illustration à travers, bien sûr, ces propos de cet ancien commandant de bord de la défunte compagnie de la navigation aérienne du Cameroun. Information contenue à la page 4 avec ce journal, notamment au bas de la page. Parlant de la page 5, on revient sur l'âge des joueurs. Le journal parle également donc de sport avec cette menace qui plane sur les playoffs, sur la double identité des joueurs en ligne de mire, notamment Nathan Douala, pour qui on parle de double identité d'âge qui aurait donc changé, et bien sûr à travers sa participation lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations du côté de la Côte d'Ivoire, une participation qui pourrait coûter justement la prochaine participation des Lions indomptables à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ce sera du côté du Maroc en 2025 selon le chapitre 20 et l'article notamment 47 des statuts de la Confédération africaine de football en matière de fraude et d'erreurs administratives. On parle également de double identité avec le journal Le Jour, le quotidien bleu d'Aman Mana, qui parle ce matin de scandale fait donc autour de cette double identité, un scandale qui fait d'ailleurs le tour du monde. D'ailleurs, la Fédération camerounaise de football, à travers la publication de la liste des 62 joueurs de l'élite 1 et 31 joueurs de l'élite 2 déclarés inéligibles pour les prochains playoffs qui vont débuter le 17 mars prochain, a créé tout simplement ce qu'on peut appeler une cacophonie totale pour le football camerounais. Sur la pelouse du combat, c'est donc la grande une du Messager de Fopius Ndiawe ce matin qui revient bien sûr sur cette question de double identité des différents joueurs. On parle d'une soixantaine de joueurs présentés comme des faussaires pour le compte du football camerounais. Le scandale de trafic d'âge, c'est également l'un des titres du journal Mutation de Georges-Alain Boyomo ce matin, qui a décidé d'ailleurs de consacrer sa grande une à Titus Edjoa. L'ancien SGPR n'envisage donc pas la candidature de Paul ou de Franck Biya en 2025. Il plaide plutôt pour une période de transition afin donc de refonder l'État. On parle donc d'un Cameroun qui se meurt avec Mutation ce matin. Avec Camer Presse, on revient également sur le football et ses 62 bannis pour faux d'âge, pour faux en âge. Dans la publication de ce journal, on parle donc d'une troupe de démons, un indomptable plus jeune joueur de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la FECAFOOT lui-même n'a pas échappé à une enquête du journal français L'Équipe sur son vrai âge. Lire la liste complète des 62 joueurs indexés dans cette édition de Camer Presse. Avec l'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances Diapason, on s'intéresse au secteur des douanes, avec la douane camerounaise qui tempête sur les pratiques malsaines. Et bien, des fonctionnaires véreux de l'administration douanière saisissent des véhicules au motif de la mauvaise détermination de leur valeur imposable. Fangot Edwin, directeur général des douanes, a signé, vous le savez, une note, c'était le 7 mars dernier, pour interdire ces pratiques qui heurtent les textes et ternissent l'image de cette administration. Information contenue à la page 4 de ce journal. On termine parfois ici avec le journal Économie, qui s'intéresse maintenant aux infrastructures, ce qui freine la réalisation des projets intégrateurs. Et bien, selon le journal, même si 355 km de routes ont été livrés en 2023, beaucoup reste à faire pour de meilleurs résultats sur le terrain. Information à lire à la page 3 de ce journal. C'est d'ailleurs avec le journal économique qu'on referme cette revue de presse Acte 2 sur Info Télévision. La première revue de presse, c'est lorsqu'il est 6 heures. Passé de 45 minutes avec Théophile Vianney-Biya, et le meilleur c'est pour la fin à partir de 10h15 dans le cadre de cette prestigieuse émission présentée par Parfa ici. On parle là d'espace miné. Merci Patrick Bala pour toutes ces informations fraîches parues en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas. Le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h, vous nous le donnez.
On parlera parfois ici du retour des pluies avec ces vents violents. Hier, lorsque je suis arrivé chez moi, malheureusement, le voisin n'était pas dans de très bonnes conditions. On a dû d'ailleurs secourir ce dernier qui a vu sa toiture s'envoler. Et bien, tout son mobilier de la maison inondé justement par cette pluie. Il a d'ailleurs dû dormir chez moi pour essayer de passer la nuit avec ses enfants. Donc on reviendra sur la violence de ces pluies, surtout que on annonce que les jours à venir seront encore plus compliqués pour justement les populations camerounaises. Je pense que je vous suggère un angle de traitement pour le 20h en direct, voir également l'aspect d'ordre mystique. C'est un peu de vous rapprocher des initiés, des Mbombok, des hommes-là, pour qu'ils essaient de vous dire. Parce que cette année, les pluies sont particulièrement agressives. Elles sont violentes. Il y a des dégâts énormes. Nous sommes d'accord qu'il puisse pleuvoir, mais est-ce que la pluie ne peut pas tomber en douceur? Pourquoi il faut d'abord que les toitures s'envolent, les maisons s'envolent, les enfants partent avec sous l'eau, ainsi de suite. Je pense que la semaine dernière, il y a eu une pluie. J'étais du côté de Kondangui, dans un petit endroit où je prenais un verre, mais il y avait une grande frayeur. C'est comme si la toiture devait s'envoler d'une seconde à une autre. Vous-même, vous étiez en panique. Bon, j'ai pas vraiment beaucoup paniqué. Vous savez, quand vous êtes appelé à être un grand homme, on ne panique pas facilement. Mais c'était pas beau. Donc, essayez un peu d'interroger les initiés. Est-ce que les aïeux sont fâchés contre le Cameroun? Je suis en train de donner un angle de traitement en direct à l'antenne. Ça peut paraître banal alors que c'est important. Non, c'est pas banal, justement. Il faut essayer d'interroger ces hommes-là, ces Mbombok, ces initiés, pour qu'ils nous disent si les ancêtres sont mécontents de notre fonctionnement au pays, ou alors, bon, maintenant si c'est pas le cas, que les initiés puissent également parler à ces ancêtres pour que ces pluies agressives puissent s'arrêter, que nous ayons des pluies, excusez l'expression, des pluies normales. Oui, justement parce que lors d'une causerie après justement ce qui s'est passé pour chez notre voisin, et quelqu'un s'amusait à dire que les ancêtres justement sont fâchés par rapport à la situation du Cameroun. Donc c'était dans la blague. Pour revenir à vos propos, il faut prendre ça véritablement au sérieux. Parce que je pense que c'est la première fois que ça arrive. C'est vrai quand même que si les ancêtres sont fâchés, pour le cas du Cameroun, probablement qu'ils ont raison. Nous faisons trop de mauvaises choses. Je préfère sortir de ce couloir. Merci, parfois ici. À demain 10h. À demain 10h, parfois ici. À tout de suite pour la suite. Bon retour sur ce plateau. On repasse la parole à Bernardo. Bernardo, la dénonciation du jour. Parfait. Ici, aujourd'hui, on dénonce la passivité de nos autorités, aussi bien administratives que sanitaires, sur la question des punaises de maison. Il y a de cela quelques mois, du côté de la Brique, ici à Yaoundé, on se plaignait de ce que les punaises avaient envahi le quartier et ça causait beaucoup de dégâts dans les ménages. Notamment, le quartier Nkondongo à Yaoundé est infesté des punaises de maison. Donc c'est grave de ce côté. Tout le monde s'en plaint. J'ai reçu plein de messages venant de là-bas. J'ai donc pensé que ce matin, il fallait interpeller aussi bien la mairie que le ministère de la Santé à l'effet de trouver des raisons pour essayer de résorber la situation.
C'est quoi les punaises de maison? Ce sont des petites bestioles, des petits insectes qui habitent dans les lits, dans les endroits cachés des maisons, qui parfois infectent la peau des individus et créent beaucoup de démangeaisons et donc beaucoup d'infections à terme. Vous voyez, et donc du côté d'un Kondongo aujourd'hui, beaucoup de familles sont sans dessus-dessous parce qu'il faut trouver des moyens de désinfecter la maison pour se départir de cela, parce que ces punaises sont extrêmement fécondes, elles se multiplient à une vitesse extrêmement rapide et donc créent finalement beaucoup de dégâts sur les individus. Très bien. Fatouma Noura, c'est donc un problème de société. Bernardo l'a si bien signalé tout à l'heure. Il y a, je pense, un peu plus d'un mois, on en parlait avec une forte intensité du côté de la briqueterie. Maintenant, on nous parlait d'un Kondongo, ainsi de suite. On peut craindre un envahissement de la situation. Entre-temps, est-ce que les autorités administratives et maintenant sanitaires ont véritablement pris le taureau par les cornes? Bon, déjà, il faut dire que le problème des punaises commence par la brique. C'est-à-dire que c'est un phénomène qui était déjà annoncé en France il y a quelques mois. Et quand ça a été annoncé, je me rappelle, j'en parlais avec ma soeur, je lui ai dit, on doit faire attention à tout ce qui est matelas, tout ce qui est brocante, en fait, qu'on rapporte au pays. Qu'on transporte. Et je veux dire qu'on a un réel problème justement dans la gestion, parce que gouverner, c'est prévoir. Normalement, les mesures qui devaient être prises, c'était l'interdiction l'intention de faire rentrer des produits issus de la brocante au pays, ne serait-ce que jusqu'à ce qu'on soit sûr que le problème est résorbé de ce côté-là. Malheureusement, effectivement, ce que j'avais prévu est arrivé. Et quand j'ai appris que c'était au niveau de la brique et tout, je me dis, ça c'est sûrement les matelas qui sont arrivés, les gens ont acheté. Et effectivement, ce sont des bestioles qui se développent à une allure mais incroyable. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus la brique, c'est Kondongo. Je pense que chacun devra prendre ses propres responsabilités. Je vais dire à titre personnel. Parce que je vous assure que il faudra que ces punaises envahissent tout Yaoundé pour que les autorités lèvent le moindre petit doigt. On se connaît, on sait comment ça fonctionne. On sait comment ça fonctionne. Donc, normalement déjà, à partir de la brique, si on était sérieux, on aurait dû circonscrire aussi à ce niveau-là pour que ça ne puisse pas aller plus loin. Et la mesure même qui a été tardive sur l'importation de la brocante aurait pu être prise même à titre même à titre, puisqu'on ne pouvait plus prévenir à ce moment-là. C'est-à-dire que même si ça arrivait après, il n'y a pas de problème. Mais même après, on n'a pas pris cette mesure-là. Ce qui fait que ces articles continuent à rentrer avec tout son lot d'inconvénients. Maintenant, si on n'a pas pu toujours stopper l'entrée des produits issus de la brocante au Cameroun, je pense que ce ne sont pas les mesures qui vont suivre, qui doivent normalement suivre ce genre de phénomène, qui vont être prises. On va voir d'ici quelques semaines si on vraiment fait quelque chose, mais je pense que c'est parti pour que chaque citoyen prenne ses responsabilités et se débarrasse lui-même de ces bestioles-là. À moins qu'on ne puisse s'organiser dans les quartiers pour pouvoir venir à bout de ça de façon collective. Parce que de toutes les façons, si tu traites le problème seul et que ton voisin continue, on serait à nouveau contaminé. Merci Fatouma Noura. Samuel Mbonjok. Le Cameroun qui a d'abord trop de problèmes. Si à cela s'ajoute encore ce que vous appelez là les punaises de maison, je pense que ça devient très compliqué. Pourquoi l'administration semble jouer la sourde oreille? Non, moi je pense que c'est un phénomène qui doit être dû aux conditions sanitaires. Ces histoires de punaises là. Moi je suis en Kondongo, j'habite Kondongo, je confesse que je n'ai pas été alerté par rapport à ça. Bon, vous savez, il y a en Kondongo
d'en haut et Nkondongo d'en bas. Peut-être que toi tu es en Nkondongo d'en haut. Vous voyez, il y a des quartiers populaires. Est-ce que tu es en Nkondongo d'en haut? Bon, je n'ai pas dit que je suis. Je dis qu'il y a Nkondongo d'en haut, il y a Nkondongo d'en bas. Et Blériot est mon voisin. C'est même la Bastos, il y a Bastos d'en haut et Bastos d'en bas. De quoi je parle? Voilà, donc il y a des quartiers populaires où il y a vraiment tout foisonne là, la promiscuité, l'insalubrité, les rats et les souris qui traversent en pleine poste centrale d'en bas. Donc vous voyez, c'est compliqué. Quand on est dans une situation d'insalubrité généralisée, on ne peut avoir que des maladies de la pauvreté et de la misère, telles que les puces dont on parle. Moi, je ne suis pas peut-être très d'accord avec la dame qui pense que ce sont les produits, ce sont des trucs qui nous viennent de Paris ou de Londres ou de je sais d'où. Non, ici même ça se développe même ici chez nous quand on a des conditions d'insalubrité dans nos quartiers. Les journées d'hygiène dans les mairies ne servent à rien du tout. D'ailleurs, nous sommes mardi, aujourd'hui c'est mardi propre dans la commune de Yaoundé 4e. Mais vous allez voir comment les boutiques sont fermées jusqu'à 10 h, mais personne ne fait l'hygiène et la salubrité. Personne ne fait l'hygiène et la salubrité. Et pourtant, ces journées de mardi propre, ou de lundi propre, ou de vendredi propre dans les communes, sont instituées pour les opérations collectives d'hygiène, de curage des caniveaux, d'assainissement des drains et des environnements dans lesquels on vit. Mais les mairies ne s'en occupent pas, ne s'en préoccupent pas. Malheureusement, on peut tirer la sonnette d'alarme comme ça parce que il y a quand même un concours qui a été lancé par le ministère de l'Habitat, le concours ville propre, le concours quartier propre. Ces concours sont mis en place par le ministère pour créer l'émulation au niveau des populations, au niveau des communes, au niveau ce qu'ils appellent les CADEL, les comités de développement des quartiers et autres. Ils doivent se mettre au travail, il faut les équiper en matériel d'hygiène et de salubrité, il faut les encadrer, il faut veiller à ce que l'hygiène soit véritablement fait sur le terrain. Mais quand on regarde, nous qui sommes dans les quartiers comme Nkondongo, rien n'est fait en termes d'hygiène. On ferme les boutiques jusqu'à 10 h. Même le boutiquier n'est pas capable de balayer devant sa cour. Il n'est pas obligé de curer le caniveau qui passe devant sa boutique. Et quand il va ouvrir à 10 h, les mêmes conditions de salubrité seront là. Donc il est question de prendre véritablement les questions d'hygiène à bras le corps. Et que nos mairies ne soient pas juste là pour remporter les prix de villes les plus propres ou bien d'aller batailler pour avoir des prix de FECOM ou bien de je ne sais quelle autre organisation qui milite pour l'hygiène et la salubrité, alors que sur le terrain, on ne voit pas une émulation collective qui est créée par ces municipalités-là. C'est véritablement cela que moi je peux dire, il faut qu'on améliore nos conditions d'hygiène et salubrité. Le ramassage des ordures, Isaac est en train de lancer une campagne là-dessus qui va certainement porter du fruit, mais il faut que la collectivité se mette en place pour adresser véritablement ce type de problème. Sinon, on aura beaucoup plus de virus qui vont se développer plus fortes mais plus virulentes que les punaises dont on parle. Il faut véritablement assainir notre environnement. Merci Samuel Monjok. Il faut assainir notre environnement. Pierre Blériot Nyemek. Nous en parlons donc depuis un certain temps pour parler peut-être comme la dame Fatouba. Peut-être c'est lorsque ces punaises de maison vont envahir tout Yaoundé, y compris Douala et Bafoussa. C'est à ces niveaux que nous allons prendre la mesure de la situation. Qu'est-ce qui est fait pour l'instant? Ou bien c'est pas important. Nous avons des problèmes plus sérieux au Cameroun que vos histoires de punaises de maison. Surtout que ça touche de la briqueterie, Nkondongo, Etambafia, Ntaba. Bon, ça va. Non, je crois que mon frère Monjok n'a pas été très au fait de cette problématique ces temps derniers. Véritablement, c'est transporté par ce canal-là. Mais un pays qui vit de brocante, pas fait ici. Vous ne savez même pas ce que ça signifie. Vraiment. C'est-à-dire, le nègre mérite vraiment tout ce qu'on a dit de lui dans les écrits de Hegel. Un pays, après 60 ans et plus d'indépendance, la brocante, c'est quoi? C'est la friperie immobilière. C'est-à-dire que nous sommes terribles. Nous avons tout ici, le coton et autres, mais nos femmes portent
portent les slips que les femmes des... ouais, c'est-à-dire que les femmes des Blancs ont porté des slips en Europe. Elles ont fini de porter ça. Elles envoient ça ici. Elles sont produites dans les slips. Et nos femmes portent ça. Ouais, la femme même qui portait le slip là était comment? Et nous avons les mêmes démons. Après avoir désinfecté. Désinfecté quoi? Nous avons tous des amis en Europe. J'ai une famille amie qui a vidé sa maison récemment parce que la famille allait en congé et de retour des congés, elle a trouvé que les punaises de lit et autres avaient envahi. La famille a donc vidé la maison de l'immobilier. Et nous allons porter. Et les Camerounais sont allés aux sorties de ces... Pour prendre ces matelas, ces chaises. On mis dans les conteneurs. Quand tu entends que j'envoie les conteneurs au Cameroun, c'est les punaises qu'on envoie. Voilà notre destructif. L'État ne nous protège pas. Je me rappelle qu'il y a l'État d'hygiène dans les douanes. Pour les Camerounais. Pardon. L'État ne nous protège pas. Comme les grands là, eux savent qu'ils n'achètent pas ça. Non, il ne faut pas que ça envahisse le Cameroun. Il faut prier pour que ça attaque les familles des riches, les familles des grands. Parce que les enfants sont fragiles. En vous, personne ne va mourir. Pour ça, nous, on est des habitués. Il y a le niveau de saluté. Là, par contre, bon, j'aurais raison. Le niveau de saluté auquel nous nous sommes accoutumés, ce n'est pas des petites punaises des plans là. Il y a non, ça va nous faire des petites crues là, mais pas grand-chose. Mais par contre, leurs enfants qui se frottent à nos enfants dans certains milieux, parce qu'il y a une autre dénonciation qui va arriver. Les filles des riches aiment les enfants garçons des pauvres. Les pères ne parlent pas quand leurs filles quittent la maison pour aller chercher les enfants des pauvres. C'est quand il y a les conséquences qu'ils montrent qu'ils ont les grands postes dans ce pays. Ils mettent des fils des pauvres en cellule, après ils les envoient à Condé. On va revenir. Donc, nos filles de pauvres vont donner les punaises aux fils des riches. Et vice-versa, nos garçons vont... Quand ça va attaquer les enfants des riches, parce que c'est des enfants, ils prennent le lait, nido le matin, on les supplie de manger. Quand ils mangent, ils disent qu'ils ne veulent pas manger la peau du poulet. On dit, pardon, mange. Bon, si tu manges, tu iras au manège. Parfois, tu iras en Suisse en vacances. Quand ça va prendre le genre d'enfant là, tu vas voir. Il faut être sérieux. Sérieux comment? On les supplie pour manger la peau de moi, quand je grandissais, si ma mère avait 11 enfants, les enfants qu'elle élevait, si tu tardais à manger ton morceau, quelqu'un prenait ça. Donc, on commençait toujours le repas par la viande. Dès qu'on met, tu coupes ta viande, tu manges. Mais quand on va venir te supplier que pardon, mange, qui va te supplier? Non. Donc, quand ça va toucher les enfants, non, sérieusement, très bien. On ne fait rien avec sérieux. Mbonjok a fait une pirouette. Il a réussi à parler des mères et autres et il a exempté le ministère de l'Habitat. Parce que si on parle du ministère de l'Habitat, on va nous demander qui avait quoi avant. Donc, on parle de la décentralisation. Vraiment, mon pays, j'aime. Il y a un ministre qui menace des journalistes. J'aime mon pays. Et quand il dit, il y avait quoi avant? Il dit, il faut faire attention. Bernardo Basson, nous parlons donc de cette situation. C'est vrai, elle peut faire rigoler. Non, on ne rit pas, c'est un problème très sérieux de santé. C'est un problème très sérieux de société. Que devons-nous faire pour que le phénomène ne gagne pas en ampleur? Parfait, je ne ris pas parce que je me moque des gens. Il exagère. Bon, à la vérité, pour planter le décor, c'est que, à mon sens, c'est une des conséquences les plus abouties des APE. Hein. C'est-à-dire quand le Cameroun a décidé de plonger dans les APE de manière aboutie, la conséquence était qu'avec la suppression, parce que les gens ne connaissent pas APE. Accord de partenariat économique, voilà. avec la suppression ou la réduction des droits de douane,
il est clair que les produits en provenance de l'étranger seraient beaucoup plus nombreux sur le territoire camerounais et la production locale reculerait naturellement. Et donc aujourd'hui, par le phénomène de brocante, on a au Cameroun une entrée de plus en plus massive des produits occidentaux et autres qui, bien sûr, pour quelques-uns sont défectueux. Et donc, il faut noter que ces punaises sont à la base des punaises de lit qui sont transportées par les matelas qui nous viennent justement par le système de brocante. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que ces punaises dont trouve un lit fertile, comme M. Mondjok l'a dit, dans des endroits particulièrement insalubres. Maintenant, pour sortir de là, trois choses. Il faut déjà que la mairie et les autorités administratives décident de définir un plan. La guerre, c'est le plan. Il faut un projet de découpage de la ville en fonction des endroits déjà infectés. Deuxième chose, c'est qu'une fois le projet élaboré, qu'on définisse les stratégies, les mesures à mettre en place pour assainir les milieux, désinfecter les milieux de manière poussée avec des produits qui, bien sûr, ne vont pas être toxiques pour les populations. Et enfin, que les citoyens eux-mêmes essayent du mieux que faire se peut d'améliorer leurs conditions d'hygiène. Parce qu'il faut noter que leurs conditions d'hygiène peuvent être des adjuvants à la prolifération beaucoup plus aboutie de ces punaises. Lorsqu'on parlait même des conditions d'hygiène, on est d'accord. Oui. Mais dans un environnement où il n'y a pas de l'eau, est-ce que ça ne crée déjà pas un problème? Fondamentalement, parfait. Il n'y a pas de l'eau. C'est-à-dire que nous voulons vraiment tirer les oreilles aux populations, nous sommes d'accord. Mais il n'y a pas de l'eau. Parfait, même quand il y a de l'eau, hein, pour dire vrai. Les populations de certains quartiers ont fait corps avec l'insalubrité, avec la saleté. C'est-à-dire il y a des coins, si tu te mets à citer, on va dire que tu stigmatises. Ça devient même culturel. Quand tu vas à la brique, tu vas à le quartier Nkomkana. Moi, je préfère dire ça comme ça. La brique et autres. Tu te demandes comment les enfants font pour ne pas tous mourir. C'est une S. L'eau coule même partout là-bas, mais quand tu reviens ici chez moi, en Vogada derrière, collé en Koundongo, mais ce n'est pas possible. Parfait, les gens ne font rien. Il faut parler de rigole. Les gens, même curer leur rigole, on dit non, on va vivre comme ça. Bon, les gars, ils sont blindés. Il y a eu à Douala les inondations hier avec la pluie. Le quartier, est-ce que vous savez qu'il y a un bébé et tous les faux sceptiques sont dehors. Un bébé est décédé, pas un bébé, un enfant une fillette de 8 ans est décédée pendant ces pluies diluviennes. Vous savez ce qui tue la jeune fille? Non. C'est que la chèvre est attachée et son père l'envoie détacher la chèvre sous la pluie. Et une branche d'arbre se casse et puis tue la petite. Incroyable. Mais quelle est la chèvre là qu'il fallait à tout prix détacher alors que la pluie était déjà battante? En tout cas, globalement, parfait, ici, ce qu'il faut dire, c'est que le gouvernement devrait considérer que notre promiscuité est aussi un peu de son fait. Parce que les grandes villes ne sont pas urbanisées. Rien n'est vraiment prévu pour les drains. Il n'y a pas les villes ne sont pas tracées. Non, il faut quand même reconnaître. Il n'y a pas de l'eau. Il faut reconnaître ce qui est fait. Il n'y a même pas les bacs à ordures. Il y avait quoi? Et même ces bacs à ordures qui sont parfois disposés, sont généralement pleins et on n'a pas une entreprise de salubrité qui peut agir. Non, mais Bernard, il y a de plus en plus une volonté gouvernementale. Voilà. Oui, dans le gouvernemental, les droits qu'est-ce que tu dis comme ça? Il y a une volonté gouvernementale de construire les drains. Mais effectivement, à Douala aujourd'hui, le drainage de la ville de Douala est presque achevé avec le projet PDV, le projet de développement des villes inclusives et résilientes discuté par le ministère de l'Habitat. Il y a plus de 25 la linéaire m'échappe un peu, mais au moins plus de 7 à 10 km de train qui... Monsieur Bodjo, votre chance, c'est que le Marseille, généralement, n'est pas agressif. Non. Mais pour vous dire la vérité, même à Maradon, on parle là. Même à Maradon, on parle là. Quand on dit qu'il y a des projets dont vous parlez, plus de 25 km de route sont en train d'être bitumés à l'heure actuelle à l'intérieur de la ville de Marois. 25 km de route par le CDD et par le PDV. Ce n'est pas quelque chose de plus pour améliorer les conditions de vie. Les drainages qu'on avait à Domayo,
Popon vert et tout ça qui inondait. Les drains sont en train d'être construits pour éviter que les inondations ne retrouvent les populations qui se sont installées sur le lit des cours d'eau. En tout cas, le ministre a pu, dans une de ses sorties, dire qu'il y avait quoi avant. C'est pour dire que les populations étaient véritablement dans la misère. Les populations étaient véritablement... Merci. Elle nous a sauvés. Elle a poussière. Et aujourd'hui, il y a la route qui passe, il y a les grains qui sont construits. Fatouma. Pour Marois, je vais vous stopper parce que c'est une ville dans laquelle j'ai vécu pendant 2 ans. Voilà, le ministre est aussi né là-bas. S'il vous plaît, permettez. Laisse les autres D'accord. parler aussi. Parce que quand elle a posé la question de savoir, il y avait quoi avant. Qui a posé cette question? La ministre, elle a posé cette question. Justement, ce qui a révolté les populations, c'est quoi? C'est qu'effectivement, avant, ils avaient leur pont. Et que les ponts se sont cassés parce que elle a fait plusieurs tours à Marois. Et elle a fait des promesses. Vous comprenez? Le pont Misao est tout neuf, construit. Oui, il est construit. Permettez quand même qu'on s'exprime, s'il vous plaît. D'accord. Il y avait donc tous ces ponts-là avant. Ça a pris combien de temps pour qu'on... Parce qu'actuellement, ils sont en campagne. Donc, on a laissé les populations trimer le temps qu'on puisse venir faire quelque chose pour dire que, bon, voilà, on vous donne. Parce qu'en fait, on fait comme si on faisait une faveur aux populations en leur donnant ces infrastructures. Mais tout ce que le RDPC fait, c'est la faveur. Hein? Les populations font donc révolter. Si tu te révoltes, on enlève même ce qu'on voulait te donner. Fatouma, ce qu'il faut noter, c'est qu'ici, on parle fondamentalement d'hygiène. Notre MINRESI, ministère de la Recherche et de l'Innovation, devrait, à l'état actuel des choses, produire un ensemble d'éléments pour combattre ces punaises-là. Le MINSanté devrait engager la recherche scientifique. C'est ça la recherche. On parle des 500 Ce que je veux dire, c'est que le ministère de la Recherche devrait donc éventuellement trouver des produits pour essayer de combattre ces punaises qui ne sont pas fondamentalement dans notre écosystème. Le ministère de la Santé aussi. Le MINSanté devrait donc également mener un plan d'action pour merci. J'ai l'impression que Marois était une ville qui n'avait rien. Non, la situation de Marois s'est dégradée. Non, moi je crois que si Marois n'avait rien avant, c'est mieux que Marois n'ait plus rien. Qu'on n'avait pas demandé à Marois qu'il y avait quoi avant. Marois va vous montrer pendant l'élection ce qu'il y avait avant. Lisons les messages de nombreux téléspectateurs. Bonjour les démineurs. Sacré Niemek, il m'a tué de rire. Merci beaucoup pour la bonne humeur. C'est tonton Yann depuis Marois qui envoie le message. Il est justement à Marois. Alors, autre message ce jour. Bonjour parfait. Les punaises ont envahi Douala 5. Le maire Fongwang Richard a mis des équipes hier à Bonamoussadi et Makepe Misoke pour pulvériser les insecticides dans les domiciles. C'est Simon Pierre qui envoie le message. Il continue en disant, demande à Blériot et son ami Bel Joseph Antoine de s'occuper de ces problèmes de punaises, d'eau, d'électricité, de pauvreté en Kolindongo, du manque de route en Gambé et qu'il ne nous distrait pas avec Eto et la Feka Foot. Je comprends. Demande-nous, oui. Voilà un qui a engagé une action. Il est touché, Permettez-nous de lire les messages. Nous partons à 242. C'est le Congo. Bonjour parfait. Ici le modérateur de la gloire. Bonjour aussi à tes panélistes. S'il te plaît, dis à M. Niemek que ses interventions sages, intellectuelles, charismatiques et pratiques m'envoient au 7e ciel. Belle émission. C'est signé Gabi. C'est un garçon. Hein. Gabi, là, c'est un garçon. Hein? C'est une autre manière d'envoyer au 7e ciel. C'est ça, dans les interventions de Blériot, t'envoies au 7e ciel. Ah bon? Mais tu sais que Gabon a même validé un truc. Mon frère, pardon, je vais préciser. Pour avoir un autre message. Je vous envoie, bon, je vous amène au 213. C'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Bonjour Perfecto pour les dénonciations. Quelqu'un avait demandé qu'il y avait quoi avant. Avant, nos mairies envoyaient des camions dans nos rues et dans nos villes pour asperger certains produits insecticides pour neutraliser les parasites, les punaises, les rats et les moustiques. Le service d'hygiène entrait dans nos maisons pour vérifier l'état d'hygiène de nos maisons. Mais aujourd'hui, tout est chaos. Nos mairies ne servent plus à rien. Aujourd'hui, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. S'il te plaît, Perfecto, passe ce message à Fatouma. Fatouma, Inakwana, Inagwadia, Ya Azemi, Obangiji,
Yakabi Adoua et Nassonki Fatouma. Vous comprenez ça? Il a écrit ça. Qu'est-ce qu'il dit? Les salutations. On salue très longuement. Et il salue de longues salutations comme ça. Oui, chez nous, on salue longuement. Quelque part, il n'a pas aussi dit qu'il t'aimait. S'il peut dire des choses qu'on ne connaît pas, je ne comprends pas. Mais vraiment, toi, tu dis d'abord ça. Comme les Haoussa vous disent, c'est ce que tu allais là-bas. Alors, autre message ce matin. Bonjour, parfait. Le Steve Fa de la modération, non, surtout pas, surtout pas. Et à tout votre panel, continuez sur cette lancée. Je repars au 242. Ah, Gabi revient. Hein. Elle dit que je suis une femme au... Non, là, bon, là c'est bon. Là c'est bon. C'est bon. Alors, allons rapidement au 241. C'est le Gabon. C'est le Gabon. Le pays que dirige le général Oligui Nguema. Parce que tu lis mon message, tu es un présentateur privilégié. C'est tout ce que notre ami a trouvé à donner. Hein. Alors, il y a aussi des choses qui me dérangent ici en studio. Hein. C'est vrai que c'est pas les punaises. Les punaises de l'air. Alors, autre message, qu'est-ce qu'on dit là? Vous avez un problème avec Steve Fa. Quel problème? Mais je veux pas simplement que tu puisses coller un patronyme. Non, rien du tout. J'ai dit un nom sans débat. Alors, autre message là sur le 225, c'est la Côte d'Ivoire. Bonjour le panel, merci pour votre travail quotidien qui nous fait voyager. Pour le 237, en étant sur place, nos réalités, ça fait du bien. Concernant la brocante, franchement, nous sommes le dépotoir des ménages occidentaux et tout cela en payant. En fait, on paye la poubelle des autres et c'est même déjà culturel. Il n'y a plus d'estime de soi et d'amour propre. C'est Vivian d'Abidjan qui envoie le message. Autre préoccupation, bonjour au panel. Dites... s'il vous plaît, on parle de Nathan Douala-Kan. Non, moi je ne vais pas parler de Nathan Douala. Hein. C'est vrai que Blérieux et moi, on devait se concerter. On va poser le problème de manière générale. Je pense que ça pourra être fait peut-être demain ou après-demain. Oui, mais il faut même enlever la pression sur voilà, c'est pas une affaire de Nathan Douala. Vous en faites un peu trop. Non, enlevons-lui la pression. On peut entendre là qu'un jeune s'est suicidé. Parfait, ici, donnez-moi 10 secondes. On peut entendre là qu'un jeune de 17 ans s'est suicidé. J'ai fait une publication sur ma page Twitter ce matin en disant que, forcément, je suis psychologue. C'est trop difficile ce que cet enfant est en train de vivre. C'est une situation systémique qui date depuis de 30 ans au Cameroun, les affaires de trafic d'âge. Il est une victime de ce grand système. Vous enseignez le débat. Nous en parlons demain. C'est un enfant, même si on dit que c'est pas son vrai âge, même son vrai âge reste l'âge d'un enfant. Nous en parlons demain. Gardez vos arguments. C'est trop difficile. Allons plus 33, c'est pas trop difficile, c'est la France. Bonjour le panel, déjà j'interviens en vous remerciant d'exister et puis heureusement qu'il y a internet, sinon je ne vous suivrai pas. Il y a de tout sur internet, le problème c'est l'éducation. Bonne émission. Merci pour ces téléspectateurs de la France. Bonjour monsieur Aïssi, permettez-moi de poser une question qui n'a rien à y voir avec le thème. J'aimerais savoir si les Bassa sont des Fambeti ou des Sawa, s'il vous plaît. Rien des deux. Ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Voilà. Les Bassa sont des Bassa. Il y a deux Bassa sur le plateau. Ni les Fambeti, ni les Sawa. Bonjour, El Perfecto et tout ton panel. Vraiment, dites à Bernardo que son histoire de... Quoi? Je comprends pas, vous écrivez mal. Son histoire de rien n'est fait qu'il utilise chaque temps là, qu'il arrête avec cette mauvaise foi-là. Au Cameroun, les citoyens, pour la plupart, n'ont pas la notion de civisme. Parce que, voyez-vous, lorsqu'on parle des journées jeudi propres, dans nos marchés, ce n'est jamais une affaire de personne. Chacun reste tranquillement chez lui et attend 10 heures pour venir ouvrir son étal ou sa boutique. L'hygiène et salubrité, c'est l'affaire de l'État, selon certains. Voyez-vous, même sur
nos routes, les caniveaux sont bouchés car les trottoirs sont de part et d'autre occupés par les commerçants. C'est quoi cette histoire? Les citoyens ne seront jamais responsables de quelque chose, rien que l'État ou le gouvernement. Bernardo, je crois que tu ferais mieux de crier un parti politique et y enrôler des militants, et comme ça, tu pourras implémenter ce que tu as l'habitude de raconter là, lorsque tu seras élu quelque part au Cameroun. L'enfer, ce sont les autres, comme le disait un célèbre écrivain. C'est Patrice depuis Douala. Bernardo, Patrice, ne t'a pas loupé. Si l'État veut que les choses changent, ça va changer. Non, lui, il a raison. Il n'a jamais vu un État sérieux quelque part. C'est pour cela qu'habitué à ce qu'il voit là, il se dit que c'est comme c'est le mieux qu'on peut savoir. Même la contraindre les citoyens à être prêts. Est-ce que les citoyens s'établissent dans les marchés n'importe comment? Voilà. Les marchés appartiennent à qui? Voilà. À une mairie, j'ai pas voulu répondre parce que je trouve que chacun peut... Bon voilà, quand on est peut-être du RDPC, quand on dit les choses comme ça, bon, il dit arrêtez. Et monsieur Niamek, ici, on va parler. Il n'a même pas ce qu'on appelle la compréhension du sens de la responsabilité. En une situation, il y a un responsable qui critique la conduite. Dans une maison, bon. Un enfant, par exemple, le parent peut lui dire « lave tes vêtements ». Si le parent n'est pas là, l'enfant ne pourra pas bien faire. Il faut toujours un regard vigilant du responsable pour que le soumis puisse Bon, sûrement, il n'a pas fait innovation. On lit notre message. Mais c'est pas de ça. Bonjour à vous sur le plateau, émission très pertinente. Je suggère que vous parliez de Nathan aujourd'hui, vu que le sujet est encore très brûlant. Non. Et moi, je vous dis qu'on n'en parlera pas aujourd'hui. Et on ne parlera spécifiquement de voilà, c'est pas une affaire de Nathan. Pourquoi vous ne comprenez pas cette affaire? Non. Nous ne faisons pas une fixation sur Nathan. Nous pensons même que Nathan est une victime même. C'est une victime. Il est victime d'un système qu'il a trouvé. On va même dire ça, que Nathan est une victime. Bonjour parfait. Le pouvoir de Yaoundé a tout essayé pour bloquer la sortie de son de Richard Bouna. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Hein. On peut bloquer un son. Alors, on repart au 213 du côté de l'Algérie. Bonjour, parfait. Ici, finalement, on ne sait pas à qui se plaindre. Si on part se plaindre chez le ministre, chez la ministre des Recherches, elle va te parler des chauves-souris. Si tu pars du côté du ministère de l'Habitat, elle va te demander qu'il y avait quoi avant. Si tu pars du côté des travaux publics, il va te parler du taux d'avancement. Franchement, j'ai parfois l'impression que le vrai Cameroun doit être ailleurs. Et celui dans lequel on vit n'est que la photocopie. Bon retour sur ce plateau d'Espace Miné. Comme vous le savez, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec les démineurs. Nous déminons l'espace. Et parlant justement de cet espace ce jour, nous vous l'avons dit en ouverture, nous parlerons beaucoup de politique. Une interrogation, quel est le rôle ou alors l'importance de la politique dans un État? Le cas du Cameroun nous intéressera prioritairement. Nous allons faire comme presque d'habitude, en passant d'abord la parole à Pierre Blériot-Niamek, qui est l'un des meilleurs élèves de la classe. Il va donc d'abord nous définir les mots ou les expressions dures, comme on disait à l'école primaire ou bien au lycée, pour être au même niveau d'information. Pierre Blériot, vous avez la parole. Alors, parfois ici, d'autres auraient dit que c'est un truisme que de parler de politique et de l'État. En fait, l'État est né parce qu'il y a la politique. Avant, il y avait des regroupements de sociétés. Même dans, on appelle société quelque chose d'assez naturel. La société se met en place de manière naturelle. L'État vient réguler la société. Et la technique qu'il utilise pour réguler les différents aspects de la société, c'est ça que nous appelons la politique. C'est-à-dire, les platoniciens disaient que c'est l'art de gérer la cité. Il faut donc, il faut légiférer, il faut administrer, il faut gérer. Ça, c'est la politique. L'État est dans cette structure qui, à la fois, comporte une administration et, dans les États modernes, un gouvernement. Et leur rôle, donc, c'est d'implémenter les politiques dans les différents secteurs. La politique politicienne peut ne pas exister dans un État. La politique politicienne
Vous avez des C'est celle-là qui est mauvaise. Oui, bon, c'est elle qui a apporté tout ce qu'on a aujourd'hui. Les anciens États qui La étaient... politique politicienne n'est pas très loin de la roublardise. Bon, la politique politicienne crée d'abord des scissions. C'est-à-dire, dans la politique politicienne, il y a donc ce que vous appelez les partis politiques. Or, les partis politiques naissent des divisions. Il y a des groupes qui s'opposent à d'autres groupes. Or, à l'origine, la politique n'était pas une affaire de division. La politique est née des États théocratiques. C'est-à-dire, le chef de l'État, c'est Dieu. Vous voyez encore ça dans certains États islamistes. Le chef de l'État, c'est Dieu. Qui choisit un des hommes pour le représenter. Et ils font sa volonté. Et le document de référence, c'est le document religieux. C'était fait comme ça. Bon, ensuite, les hommes se sont détachés de cette façon de faire. Ils ont créé leur façon de faire. Et ils ont défini la politique comme étant des idéologies que les hommes se choisissent pour orienter le développement dans un sens. Donc, l'État est indissociable de la politique. Absolument. Voilà. Et le rôle et l'importance? Alors, bon, bien évidemment, la politique joue un rôle éminemment, voilà, je vais mettre directement le mot important. La politique joue un rôle éminemment important dans un État. Sans quoi l'État serait déstructuré, il serait livré à lui-même. La raison de notre intervention par rapport à ce téléspectateur qui demandait si on doit attendre tout de l'État. Oui, il faut qu'on le dise aux gens. Il y a eu ce qu'on a appelé l'état de nature, dans lequel les hommes se géraient eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin d'État, il n'y avait aucune loi, il n'y avait aucune règle. Les hommes ont estimé que dans cet état-là, personne ne pouvait survivre. Nul n'avait même l'assurance de voir le lendemain. Ils ont donc pris leurs droits individuels. Ils ont remis entre les mains d'un seul, celui que vous avez appelé la Hobbes, celui qui parle du Léviathan. On a dit que chacun ne peut plus décider seul, ne peut plus gérer. Parfait ne peut plus dire que cet espace est à moi, je vais faire ici ce que je veux. Non. Parfait s'est dessaisi. Je suis déjà allé dans le village de Parfait. C'est propriétaires que ses ancêtres ont laissé, c'est l'État. Le sous-préfet qui vient parler. Donc les hommes se sont dessaisis dans l'état civil de leur force, de leurs droits. Et ils ont remis à un seul, qui a donc le devoir de tout organiser. Donc ce n'est pas, il n'est plus possible qu'on retourne à l'état de nature où les hommes s'organisent encore eux-mêmes. C'est une forme de féodalité. Il faut dire qu'une fois que l'État existe, c'est lui qui régule toute la vie sociale, toute, dans les menus détails. Merci Pierre Blériot pour ces précisions d'avant grand débat. Et nous allons donc passer la parole à la dame sur le plateau, elle qui est justement femme politique, Madame Fatouma Noura. Pour le cas du Cameroun, comment vous percevez la politique telle qu'elle est menée en République du Cameroun? Alors, déjà, il faut d'abord que je parte de la base. C'est-à-dire que entre l'État, en fait, l'État est, comme le disait l'émanation de la volonté collective de structurer la gouvernance de façon à ce qu'il y ait des règles que tout le monde respecte et de façon à avoir une certaine justice sociale. Pour ce faire, il y a ce qu'on appelle le contrat social. Ouais. Le contrat social, c'est justement l'ensemble des règles qui sont mises sur pied pour pouvoir créer un certain équilibre entre les gouvernés. Et ce contrat social-là, est établi entre les gouvernants et les gouvernés. C'est-à-dire que le peuple s'est dessaisi justement de certains droits qu'il confie donc aux gouvernants, qui en échange ont le devoir de respecter les règles qui ont été établies, notamment quand on parle de contrat social dans l'État moderne, on parle généralement de la Constitution et puis des lois qui peuvent en découler. Alors, si je reviens donc précisément au cas du Cameroun, il faut dire que le problème maintenant avec le contrat social, c'est qu'il peut être, je cherche le terme,
il peut être... Ce contrat social même, pour rester vraiment dans votre contrat social, est-ce que ce contrat social, justement, entre gouvernants et gouvernés, est respecté au Cameroun? Oui, c'est Est-ce qu'il a été d'abord passé? En fait, ce que je veux dire, c'est que quoi? Parce qu'il y a plusieurs façons de représenter le peuple. Parce que quand le peuple se dessaisi, c'est qu'il choisit des représentants. Maintenant, il y a donc des situations où l'État décide que bon, on va consulter le peuple directement, peut-être par référendum. Tout à fait. Ou alors, ce qu'on va faire, c'est que on choisit des représentants du peuple. Et le cas des maires, des députés, en fait, essentiellement des députés, revenons sur les députés par rapport aux lois, qui vont donc choisir, parce qu'on part des idées avant de passer à l'implémentation, puisque les maires, ils sont plus dans l'implémentation. Alors, ces représentants du peuple-là sont là pour travailler de façon à mettre tout en œuvre pour que ce qui est décidé l'est dans l'intérêt du peuple. Et c'est là que le problème commence. Pourquoi? Parce que, justement, beaucoup de ces représentants du peuple ne sont que de nom. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils arrivent là, chacun défend ses intérêts, le peuple se retrouve délaissé, mais il parle au nom du peuple. Il parle au nom du peuple. Et parfois, le peuple, justement, ne se retrouve plus. Et c'est à ce niveau, donc, que on commence à interroger donc le véritable sens, l'importance du rôle de la politique dans la vie, dans la gouvernance dans un État. Merci Fatouma Noura, Samuel Mbonjok. On vous voit tous les jours avec les hommes politiques dans notre pays. Lorsque vous les voyez travailler, avez-vous l'impression qu'ils jouent normalement leur rôle au niveau justement d'administrer la société? Oui, avant de répondre à cette question qui est très fondamentale, je m'aligne déjà derrière les éclairages et les définitions de Blériot et même de Madame du PCRN. Quand on revient au thème, le rôle et l'importance de la politique dans un État, ce que je peux déjà commencer par dire, c'est que c'est la politique qui organise et qui gère l'État. Donc, la politique est quelque chose de fondamental, quelque chose de crucial dans le fonctionnement d'un État. Donc, on ne peut pas avoir des citoyens qui disent que on ne s'intéresse pas à la politique ou on ne fait pas la politique, vos affaires là, vraiment, ça vous regarde. On va la subir si on ne la fait pas. Donc, si on ne fait pas la politique, mais la politique, elle te fera. Donc, elle te fait même là de gérer l'État. Maintenant, c'est un penseur, hein, c'est un philosophe tel que Aristote, je vais d'abord citer Max Weber, qui disait que la passion ne suffit pas pour faire la politique. La passion seule ne suffit pas pour faire la politique. On fait la politique avec la tête et non avec les autres parties du corps. Ça, c'est Max Weber qui le disait. Et il poursuit en disant que il est donc nécessaire d'avoir deux éléments fondamentaux quand on fait la politique. La conviction et la responsabilité. La conviction et la responsabilité. Donc, il se trompait. Hein? Il y a le profil. Il se trompait. Chez nous, on ne fait pas la politique avec la tête. On ne parle pas de chez nous, moi je parle d'abord de la science politique. On fait la politique avec le ventre et ce qui est en bas du ventre. Voilà. Moi je vais d'abord venir, je vais d'abord relever les fondamentaux. C'est parfaitement raison, on fait la politique chez nous avec le ventre et le bas ventre. Voilà. Je reviendrai sur la réalité. Maintenant on est d'abord sur les fondamentaux. Alors la science ne se trompe pas, elle est universelle. Donc quand on a compris cela, qu'on fait la politique avec la tête, avec la conviction et la responsabilité. Et non les autres parties du corps. Et non les autres parties du corps. On comprend donc on s'est trompé, on ne fait pas de la politique. Deuxième philosophe, les autres parties du corps semblent plus importantes. Deuxième philosophe, Aristote. Il faut toujours se référer à penseur. Beaucoup parler. Aristote dit que seuls les citoyens, hommes absolument justes, ont le droit de faire la politique. Pour Aristote, tout le monde ne peut pas faire la politique. Tout le monde ne doit pas faire la politique. Parce que la politique est réservée à ceux, il dit que, à ceux qui disposent du loisir nécessaire à la croissance et à la vertu. C'est la science, ça. Donc c'est dit que ce n'est pas... j'ai aimé peut-être Longuet qui a chanté en son temps,
Regardez le pasteur, il parle politique, oh, et toi tu manges les colas, tu viens de parler politique. Bon, ça c'est il paraphrasait pour dire que vraiment la politique n'est pas réservée à n'importe qui. On n'a rien contre les vendeurs de harangues ou bien les mangeurs de cola ou les chasseurs de rats. Ils ont leur fonction et leur mission. La politique est réservée aux personnes qui ont atteint un certain niveau de connaissance et de vertu, un niveau de conviction et de responsabilité. Quand on revient donc maintenant au Cameroun, ce que nous voyons, tel que Blégol a dit, le ventre et le bas-ventre, comment on finit par devenir homme politique au Cameroun? Comment, quand on est homme politique, comment on se comporte? Est-ce qu'il existe même d'abord un contrat social entre les gouvernants et les gouvernés, comme la dame parlait? Lorsque le contrat est violé, ça veut dire qu'il n'y a même pas de contrat. Ça veut dire que lorsque vous avez un devoir que vous avez confié à quelqu'un, il ne l'accomplit pas. Il ne respecte pas son contrat, le contrat est caduque, non? D'après les juristes. Donc ça veut dire qu'il n'existe même pas de contrat social. Lorsque vous êtes dans une société, on fait comment pour devenir présidente de section au FRDPC, ou bien comment on fait pour devenir présidente de section chez vous au PCRN, au SDF, ou dans n'importe quel autre parti? Comment on fait pour devenir président national dans un parti comme le MRC ou bien dans l'UDC? Est-ce que c'est par héritage conjugal ou bien est-ce que c'est par partage de... Vous comprenez, donc lorsqu'on a déjà faussé les règles de jeu pour savoir comment on fait les balles réelles accéder... Non, tu as les balles réelles. Non, on est dans le champ de l'analyse. On fait une fleur bizarre à Madame le maire de Fumban. Bon, on fait de l'analyse, hein. Je n'ai pas uniquement parlé d'elle, j'ai parlé aussi du PCRN. J'ai parlé aussi du PCRN, où on ne sait pas comment faire pas dans le président national d'un parti, où on finit par se retrouver accrédité en villégiature. Voilà donc ça la politique chez nous. Vous comprenez, donc lorsqu'on a faussé, je suis d'accord, on parle bien là du profil des acteurs. Je vais revenir sur la question. On parle là du profil des acteurs. Est-ce que les acteurs sont vertueux? Est-ce que les acteurs ont de la conviction? Deux, est-ce que les acteurs sont responsables? En troisième position, si on ne regarde que Aristote et Max Weber, on comprend qu'on n'est pas dans la politique au Cameroun. C'est compris. Merci Samuel Bonjok. Vous nous avez amené un peu dans les amphis là. C'est vrai que je vais trahir un secret. Hein. J'ai discuté avec mon patron tard dans la nuit, vers minuit 30. Il me demande, tu parles de quoi demain? Je lui ai dit, je vais parler du rôle et de l'importance de la politique dans un État. Il me dit, oh, parfait ici. Ça, c'est un très grand débat. Ça peut faire l'objet d'une soutenance de thèse en sciences. Et puis, pourquoi tu veux mettre les débats compliqués comme ça? Ça, c'est ce que j'ai trahi un secret. Mon patron me l'a dit 20 minutes. Il a dit, patron, on va quand même essayer. On dit, vas-y. Donc, Bernardo, sujet costaud, hein, le rôle et l'importance de la politique dans un État. Il faut dire que Bonjok s'est appuyé sur certains grands auteurs qui ont beaucoup parlé de politique, Aristote, Weber, ainsi de suite. On parle de responsabilité et de conviction. Vous voyez encore ces deux éléments dans nos hommes politiques au Cameroun? Je ne suis pas adepte du remorquage intellectuel. Parce que je pense que chaque système de production intellectuelle est fils de son époque et naturellement porte sur des réalités contemporaines. La vision qu'Aristote avait de la politique est une vision qui était propre à sa cité à ce moment-là. À mesure que le temps a passé, les humains ont commencé à concevoir différemment les choses, ont adapté un certain nombre de contenus, bon gré mal gré, les choses ont changé avec le temps. Donc on ne peut plus aujourd'hui considérer de manière réelle que la politique, comme elle a été pensée par cela, est appliquée aujourd'hui, du moins en ce qui concerne le Cameroun. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que le rôle de la politique dans un État, c'est un rôle de direction. La politique donne la direction à l'État. L'importance de la politique, c'est la volonté de maintenir les choses dans un certain sens. C'est-à-dire, la politique est importante parce qu'elle permet de donner du sens à certaines choses, dans la mesure où elle va se détacher de manière multisectorielle pour essayer de faire développer des choses dans les divers secteurs d'activité. La politique elle-même, c'est une science. Et en tant que science, elle vise quelque chose. La structuration, la consolidation, la vision, la projection, le développement, la croissance d'un État. Donc la politique,
en tant que science, et comme toutes les sciences, vise l'amélioration de quelque chose, en principe, vise la résolution des problèmes ponctuels de quelque chose. À partir de là, faire de la politique... Et quelque chose, là, ce sont les populations. Bien sûr, puisque l'État, on va dire gouvernement, territoire, mais c'est surtout population. Donc la politique, qui concerne la cité, dans police, la racine, donc, comme on dit souvent, est bien sûr la science qui donne les outils à l'administration de bien gérer les administrés. Sauf que aujourd'hui, dans notre contexte, la politique a pris un tout autre sens. Premièrement, c'est un raccourci par lequel certaines personnes, par certains réseaux, arrivent aux fonctions administratives, sans toujours ou forcément avoir certains parcours. On peut être un homme classique 5 ans plus tôt et être un brillant homme politique, entre guillemets, 5 ans plus tard, juste parce qu'on a accédé à certains réseaux, on a eu certaines facilités. Vous voyez. On peut être juste Bayam Salam et après 10 ans, parce qu'on chante les louanges de quelqu'un, on se retrouve présidente ou président des femmes d'affaires du monde. Vous voyez, parce qu'on a la politique avec nous. Donc, dans ou même ministre, hein? Ou même ministre. Aujourd'hui, au Cameroun, ce qu'il faut savoir, c'est que la politique politicienne a pris le pas sur la politique réelle. Parce que la politique réelle vise l'ajustement, l'orientation, la direction, la gestion, le contrôle de certaines choses. La politique politicienne vise simplement la satisfaction et la conservation de certains intérêts primaires détenus par un groupe restreint de personnes. C'est très distinct. Dans les grands États, la politique réelle, la politique civile est supérieure à celle politicienne. Dans les petits États, comme un que je connais très bien, la politique politicienne est au-dessus. Donc aujourd'hui au Cameroun, on n'a pas nécessairement besoin de faire une fixation pour moi sur les questions politiques. Quand je vois des gens se battre, se tuer, pour moi c'est inutile. Il faut stratégiquement préparer un système de politique réel à terme. Parce que pour le moment, celui qui nous gouverne n'est pas un système de politique réel. Bernardo Basson, si on était à l'école primaire, on allait applaudir pour toi. Hein? N'est pas exclu. Très bien. Vous pouvez peut-être être un bon homme politique réel, hein, surtout. Lisons rapidement ce message qui nous vient de 216. C'est la Tunisie. Bonjour parfait ici, merci pour le travail que vous abattez. Bonjour également à votre illustre panel. Je viens ce matin faire mon mea culpa et demander pardon à tonton Niemek. J'étais dans la bouteille et c'est seulement hier que j'ai ouvert les yeux et déposé officiellement ma carte de membre églisienne. Je tâcherai de faire le distinguo entre Samuel Eto'o qui m'a fait vibrer au Barça et le président de la FECAFOOT qui, malheureusement, n'a pas la grandeur et l'étoffe suffisante pour diriger cette fédération. Waouh, parfait. Où j'ai coulé une larme hier, c'est lorsque le média Le Monde dit avoir averti la FECAFOOT avant la CAN qu'ils avaient déjà enquêté sur notre Wilfried Nathan Douala, alias Alexandre Bardili, mais Chinga a botté en touche. Voilà donc le Cameroun qui risque la suspension aux 2 prochaines éditions de la CAN. J'étais dans la bouteille, mais heureusement je suis sorti. C'est Loïc de Zoaitele qui envoie le message. Nous vous avons dit, demain, nous allons prendre ce sujet, hein. Ce sujet brûlant du côté de la FECAFOOT avec les 62 joueurs qui ont été suspendus pour un problème d'âge et de double identité. Allons au 241, c'est le Gabon. Bonjour Perfecto et à tout le panel. Très beau thème et un débat assez houleux. Je suis d'avis avec votre patron. Pour ma part, je dirais qu'il faut distinguer la politique du politique. On entend par politique un système de gestion ou une science placée par le politique qui lui est un acteur politique qui vise l'électorat via son projet politique, d'où le thème en sciences politiques de politique publique. Mais en Afrique, c'est devenu un système d'appât, du gain et de facilité sans pour autant avoir une vision politique, mais juste le fait d'être politique. C'est Steve, depuis Libreville, qui envoie le message. Merci Steve. Autre message ce jour. Bonjour les démineurs. Si les Bassa ne sont ni Betty ni Sawa, ils sont donc quoi? Les Makiza, c'est au Bélé en Gambie.
La réponse, Le pays, ils sont les bâtards. Non, mais pourquoi il faut que je réponde? Non, pourquoi il faut à tout prix qu'ils soient les bêtises ce sont les bassins, c'est un groupe. Comme les femmes disent, les bassins sont les. Non, mais c'est un groupe ethnique. Non, ce sont les bassins. Oui, Blériot, vous êtes finalement Mbene. C'est comme ça qu'on nous appelle. Et nous sommes constitués de 3 grands groupes aussi. Les Bati, et l'impôt et nous les Bassa. Il faut aussi donner une précision là technique. Le Bassa, c'est mal dit en fait. Le Bassa n'est pas une communauté ethnique, c'est une langue. C'est même une exagération. Les Mbene, parmi les langues qu'ils parlent, ils parlent le Bassa. Oui. Ouais, mais là, si j'entre dans ça, ce sera un peu... on va continuer à lire les messages. Il faut éclairer, permettez-moi. Okay. Le grand groupe Bassa, qui a les Mbene, l'impôt et les Bati, est essentiellement régi par le Mbok, qui est la vision du monde. Non, ne dis pas le grand groupe Bassa, les pauvres vont se fâcher. Non, c'est pas le grand groupe Bassa. Mbene, le grand groupe Mbene. Voilà. Non, c'est Mbene pour qui font Bassa. Non, c'est Mbene. On a le Bernardo. Moi qui ne suis même pas Bassa. Voilà. Nous sommes, non, les Bassa, les Bassa, les Voilà, c'est nous qui sommes les Mbene. C'est ça qui fait les Mbene. Ce n'est pas le grand groupe Bassa. Le consultant après. Comment ça? Non, le Bassa n'est pas... Mbene est un peu plus... technique. Non, c'est ça, il faut en termes. Ça, le grand groupe, c'est les Mbene. Voilà. Et là-dedans, il y a les Bassa, il y a les Bati, il y a les Pau. Et je veux préciser, parce que ce qui nous crée la scission, c'est quand le groupe Bassa veut se présenter comme étant le grand groupe. Non. Mais on va laisser d'abord ce débat. Nous ne sommes même pas les ancêtres de ce grand groupe. Les ancêtres, c'est les Bati. Et notre langue mystique, c'est l'Ompo. Blériot, nous parlons de politique ce matin. Oui, on va revenir avec votre affaire de Bassa là. El Perfecto, je reviens encore sur la thématique du jour pour y coller en commentaire. Pour le cas de notre pays, je dirais que c'est elle qui régule le fonctionnement de notre État à travers un certain nombre d'actions et d'initiatives qu'il implémente au profit des populations. Lorsque je l'ai dit, je voudrais continuer en déplorant malheureusement le fait que dans notre pays, beaucoup d'hommes politiques utilisent toujours un discours qui tend à vouloir faire croire aux citoyens que la politique est une sorte de sacerdoce où on se sacrifie d'abord pour les autres au détriment de soi, autre ce qui est un leurre. Un leurre parce que nous voyons comment certaines qui entrent en politique, n'étant pas grand-chose du tout dans la société, changent souvent au bout de quelques temps seulement. Certains font leur entrée dans cette affaire pour protéger leur business et se soustraire du vrai règlement de leurs impôts. Il y a même qui le font pour masquer leur mauvaise gestion lorsqu'ils ont occupé des postes de responsabilité quelque part pour ne pas être soumis à des procédures judiciaires. Lorsqu'on découvre leur frasque. Au finish, parfait, je dirais que la politique dans notre pays, ce n'est que du business, car c'est chacun qui cherche son positionnement d'abord et non la prétendue lutte pour l'amélioration des conditions de vie des populations comme ils ont l'habitude de nous le brandir. En passant, dites à la dame du PCRN sur le plateau qu'on attend leur bilan en 2025. C'est toujours Patrice depuis Douala. Pourquoi vous attendez le bilan? Bah oui, madame, oui, je vais y aller. Le PCRN est excellent. Ce que je voudrais dire, c'est que le même Patrice qui disait tout à l'heure que ce n'était pas la responsabilité de l'État de s'occuper de la propreté dans nos villes. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que on est justement dans un système. Il a bien décrit le système, sauf que au lieu d'indexer les véritables responsables de ce système, il s'est rabattu sur le PCRN. Ce que je voudrais dire, c'est que la première chose que notre système s'est arrangé à faire pour que la politique prenne cette dimension-là, c'est d'enlever dans la tête des populations la question idéologique et l'importance de la reddition des comptes. Vous voyez des discours du genre, il y avait quoi avant? Soyez reconnaissants. Parce qu'en réalité, les populations doivent savoir, et c'est pour cela que ça ne me pose pas de problème quand ils parlent de bilan, doivent savoir qu'elles ont
le droit d'exiger des comptes des hommes politiques. Ce n'est pas une faveur qui leur est faite, qu'on leur dise, écoutez, vous m'avez donné 5 ans ou 7 ans de mandat et voici ce que j'ai pu réaliser. C'est un droit. Ça, c'est là. Alors, je parlais d'idéologie. Vous allez vous rendre compte que le gouvernement s'est arrangé à ce que la question idéologique quitte l'esprit des populations. Pourquoi? Parce que quand il y a la question idéologique, plus les gens réfléchissent par d'eux-mêmes, plus ça met en difficulté des personnes qui rentrent dans la politique pour se servir. Et vous allez voir que depuis plusieurs années, très peu d'hommes politiques, justement, se présentent sur la base d'une idéologie ou d'un véritable programme politique. Au niveau du système en place, tout ce qu'ils font, ce sont les grandes déclarations. On vous cherche une phrase d'accroche pour la campagne. Et puis à côté, on fait suivre ça d'un peu de nourriture, d'un peu d'argent et c'est terminé. Malheureusement, l'opposition, une certaine partie de l'opposition a joué à ce jeu. Parce que, on va le dire simplement, Biamosgo, ce n'est pas un programme politique. C'est-à-dire quand vous venez, quand vous rentrez en politique, qu'est-ce que vous avez à proposer? D'accord, si bien part, qu'est-ce que vous apportez aux populations? Quelle est votre idéologie? Quel est votre programme politique? Quelles sont vos priorités? D'accord? Pardon? Le PCN a changé l'Union et vous rendez des comptes là-bas aux populations. D'accord, donc... À Makaka, Ezeka, à Boumiébel, les gens se... Boumiébel n'est pas sous la responsabilité du PCRF. Bon, Ezeka n'est pas le même qui a 5 ans. Oui, il faut le dire. Il y avait quelque chose avant alors. il y avait quelque chose avant. Donc probablement c'est que sur ce qu'on ne parle pas de rien. Hein? Il y a forcément quelque chose, mais il y a eu des avancées sérieuses. Il y a des avancées sérieuses. Non, c'est un copain à M. Patrice. Non, il y a des avancées sérieuses. Et si vous êtes vraiment des Ezeka, vous savez ce que je dis est vrai. Du côté de Massokson Loulou, du côté de Konjok, on a un véritable changement. Et je dis que c'est normal que les populations demandent des comptes. Vous allez chuter. Alors pour chuter, je voudrais préciser justement que la question idéologique a été balayée du revers de la main par ces hommes politiques, certains hommes politiques de l'opposition qui n'avaient rien à proposer, qui soit venaient pour marchandage, soit espéraient prendre le pouvoir en brandissant justement l'état du système sans rien proposer en retour. Ce qui fait que les populations se sont habituées à ce que les hommes politiques ne rendent pas compte. D'abord ne proposent rien, mais en plus ne rendent pas compte. Au point où vous allez entendre certains vont vous dire que c'est même mieux que le système reste là. Ou bien certains qui vont vous dire que je vote pourquoi, que même si je vote c'est la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont entretenu ce langage-là. L'éducation citoyenne a disparu et aujourd'hui on a toute une autre, c'est-à-dire que l'expérience, la petite expérience politique que j'ai me permet de comprendre qu'il y a un travail de fond qui doit être fait au niveau des populations pour réinitialiser le logiciel dans lequel on les a inscrits depuis toutes ces années. Merci à Fatouma Noura. Pierre Blérou-Yemek, le vieux débat, il a toujours cours, surtout pour des pays africains, et notamment donc pour le cas du Cameroun. La politique, elle est là pour servir ou alors pour se servir? On nous a trompés, même ailleurs, c'est pour se servir. Ah bon? Oui, c'est partout ailleurs. Votre patron qui est le mien a craint que le débat soit trop vaste pour espace miné. Non. Le privilège qui est le mien, c'est que je sais parler petitement des grandes choses. Ramener la politique a été conçue comme l'art de tromper les naïfs. Là maintenant je parle de la... Vous êtes brutal, hein? Oui, c'est partout ailleurs. Parfois ici, regardez bien qui sont ceux qui font la politique au Cameroun. Pour la plupart, ils ont raté dans les autres métiers. Ah bon? Oui! C'est-à-dire qu'il a essayé de faire ceci, ça n'a pas marché. Après, il avait beaucoup de temps. Il est resté, il a commencé à regarder le fonctionnement de la société et il s'est infiltré quelque part. Le deuxième pilier de la politique au Cameroun, c'est le réseau. On prend un jeune, il peut même être laveur de voiture.
C'est pas mauvais, mais c'est ce qu'il faisait. On lui dit, on fera de toi un maire. Alors, il commence à agir et au finish, quand vous le voyez, vous dites que voici un grand homme politique. Mais si ceux qui nous dirigent ont des CV aussi alambiqués, et on va où? On va où honnêtement? Je demande aux patriarches qui tiennent la politique camerounaise et ceux du Mfundi par exemple, commencez, même si vous voulez faire le réseau, prenez des jeunes qui ont le background nécessaire, adéquat. Ne faites pas seulement que le réseau prime vous, parce que les premiers politiciens, on était obligé de les prendre parmi l'élite, hein? Les Timévounaï, c'était l'élite. Mais les Timévounaï, on ne prend pas l'élite. Ils nous ramassent toute la racaille qu'on peut avoir dans le fond et partout. Les chauffeurs, les laveurs, etc. Ils ramassent tout ça. Tu ne sais pas, le maire, on dit que voilà les politiciens. Quand donc ce sont les médiocres, pas seulement dans le fond, même dans l'arrière-pays. Je regarde d'abord ici. C'est grave là-bas. Quand on ramasse donc comme ça, dans les médiocres, on les met, parce que finalement, la politique vous place au-dessus de tout le monde, même des intellectuels. Ouais. C'est-à-dire que vous voyez un gros prof d'université qui va aller faire allégeance à un maire. Un maire qui est un ancien laveur de voiture. Bon, en fait, c'est ce qu'il avait pu faire comme carrière. Bon, ça, il peut être un ancien laveur de voiture. Non, c'est pas qu'il avait évolué au niveau de la société. Non, il a évolué par là des réseaux. Donc, quand ça se passe comme ça, il se prend vraiment au sérieux. C'est-à-dire, le fait d'être arrivé là, par miracle, parce que il ne comprend pas qu'il est le serviteur du peuple. Voilà. Et il se prend la tête. On est donc dans ce pays. Si on veut sauver le pays, que ce soit ce pays, je vais faire une petite fleur au PCRN. C'est quand même, quand vous regardez le PCRN, les gens qu'ils ont désignés quand même ont une certaine étouffe. Je crois qu'ils ressemblent un peu à leur président. Du point de vue intellectuel, au moins, je connais les... Oui, ils ont une certaine étouffe. Bon, ça ne veut pas, ça ne dit pas l'éthique et la conviction. L'éthique et la conviction, c'est tout autre chose. Aujourd'hui, je tiens à préciser que je suis vice-président du comité d'éthique et de surveillance parce qu'on a tenu à mettre sur pied, le président a tenu à mettre sur pied cette cellule-là pour s'assurer que l'homme politique, celui qui s'investit en politique au sein du PCRN, ait les valeurs et les vertus qui vont. Même si on vend les mèches après ou les. Bon, on pose une question. Bon Dieu va venir avec un carnet chargé. Je sais à qui vous faites allusion. Je tiens à restaurer sa respectabilité parce que c'est une femme d'affaires rompue à la tâche. Voilà. Non, aussi à son s'il veut parler de l'honorable Nouran, moi je pense qu'on a deux catégories de personnes qui doivent entrer en politique. Les gens qui intellectuellement et du point de vue des carrières ont réussi, mais également des grands opérateurs économiques. Parce qu'il ne faut pas des gens qui cherchent le pain quotidien. Quand c'est essentiellement des gens qui cherchent le pain quotidien, mais soyons honnêtes, vous n'allez pas me dire que quand quelqu'un cherche le pain quotidien, il va d'abord privilégier le peuple au Donc, là, j'ai convoqué le patriarche Timévounaï pour le Mfundi. Je vis dans le Mfundi. Patriarche, papa, choisissez pour le RDPC des jeunes qui ont de l'étoffe, qui vont affronter d'autres jeunes qui ont de l'étoffe. Même s'il y a le résultat, vous-même, vous n'êtes pas content de votre mère, de ceci. Bon, ok. Alors, Samuel Mbonjok, nous acheminons vers la fin de ces débats. Nous avons dit tout à l'heure que c'est la politique qui orientait, qui dirigeait un État. Alors, si un État apparemment n'est donc pas bien dirigé, cela signifie que ces hommes politiques ont échoué. Oui, ces hommes politiques ont échoué parce qu'ils n'ont pas appliqué la politique, ils n'ont pas appliqué la science politique dans ses fondamentaux. C'est pour cette raison que quand je reste sur le thème, le rôle et l'importance de la politique dans un État, il y a des gens qui sont partis à l'école pour apprendre la politique. On les appelle les politologues. Ils ont fait sciences politiques. Ils ont fait tous les domaines de la science politique, la communication politique. Samuel, il paraît que ceux qui ont appris justement la science politique, qui sont bien évidemment des politologues, habituellement sont des mauvais politiciens. Hein? Absolument. Non, pas forcément. Ils doivent pas être, je suis pas en train de dire qu'ils doivent être des hommes politiques. Mais ils sont des politologues. Ils ont la science politique en eux. Ils doivent être des outils au service de l'État.
L'État doit les utiliser. Même des groupes les hommes politiques doivent les utiliser pour qu'on implémente la réelle politique. Parce que ce que nous faisons là, où on a vu les fils à papa devenir maires par nomination, au forceps, oui, vous savez de qui je parle, il faut faire très attention. Parce que nous avons des cas qui sont légion, où des gens sont venus avec des enveloppes sous pli fermées et disent, voici le maire, ça passe ou ça casse. Et il faut que ce type de... Est-ce que c'est pas cette manière de faire la politique qui tue justement un État? Mais ça, en réalité, c'est pour ça que vous voyez qu'on ne peut pas avancer. Quand on demande il y avait quoi avant, en réalité, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de blocages, il y a eu beaucoup de dégradation, il y a eu beaucoup de phénomènes qui ont ralenti le niveau d'avancement, la vitesse d'avancement du développement du Cameroun, qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux leaders politiques, heureusement, qui sortent du boisseau et qui pensent qu'il faut faire la politique par conviction et par responsabilité pour le service du peuple et pour le bien du peuple. Revenons sur le cas de Maroua. Maroua aujourd'hui est en train d'être transformé en une véritable ville qui sera une métropole de demain au regard des 25 km de routes bitumées qui sont en train d'être livrées dans les prochains jours. On parle là de la voirie urbaine, hein. Donc 25 km de voirie. Non. En réseau urbain, mon cher ami, 25 km, c'est beaucoup. Il y avait quoi avant? Tout de Maillon, tout Pont Vert, tout Pont Rouge, tout Musao est en train d'être bitumé. Donc c'est pour dire que lui, c'est en train de faire de la politique pour faire comprendre qu'il y a la réelle politique qui est quand même en train d'être implémentée selon les directives du président de la République. Et vivement que le chef de l'État. Vous auriez dû nous informer qu'on a. Moi, si j'ai un militant du RDPC sur le plateau, j'aurais abordé les choses différemment. Allez nous le dire. C'est ça la politique. Il faut que je sache que le chat avait un adversaire politique. Vivement que le chef de l'État nous sorte de l'élite camerounaise, des hommes politiques capables de transformer durablement la société camerounaise. Il y en a véritablement. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous voyez, la politique aussi a quelque chose de particulier. C'est qu'elle assèche le cerveau. C'est que parfois elle rend bête, elle rend con, elle rend stupide. Ah bon? Certains Camerounais parfois sont intelligents. Quand ils entrent en politique, ils ont un tel voile pour avoir un 50 ou un 100 000 qu'ils peuvent parfois, peut-être pas sur Espace Mini, mais même ailleurs, prendre un tas de bêtises. Donc vraiment, soyez calmes par rapport à la politique. Donc pour au Cameroun, parfait ici, il faudrait que les jeunes comprennent que la politique qui règne actuellement est inopérante et inefficace. Il faudrait à terme travailler pour constituer. Timi Vouna ne le fera peut-être pas. Le réseau sûrement qu'il a pris est un autre réseau. On doit former nous-mêmes nos propres réseaux. On a assez d'intelligence pour cela. Dites à Blériot et à Bernardo de prendre leur carte au MRC. Le Cameroun a besoin de leur sagesse et intelligence. Ailleurs, ils ne seront pas reconnus et ne pourront pas devenir députés. Mais au MRC, ils deviendront à coup sûr députés. Ils peuvent aussi changer ce parti politique de l'intérieur qui ne brille pas forcément par de belles méthodes. Si c'était vrai, les autres ne démissionneraient pas de là. Le président vous êtes d'accord que je devrais aller au MRC? C'est un parti politique. Non, c'est un parti politique, mais de toute manière, c'est un parti politique ou pas? Non, pour le moment, je ne peux pas aller au MRC. Si le président ne renonce pas à aller. Non, attends, je suis quelqu'un qui a de fortes convictions. Si j'ai quelque chose à faire, c'est de réveiller l'UPC de mon côté. Moi, je vais aller. Attendez, il faut être un peu honnête quand même. Bléo est plus pro du PCR. Non, c'est pas pro du PCR. Je suis quand même. Non, je suis proche de l'UPC. Le débat est maintenant objectif. En fait, dis ce que il a dit. Que ça ne veut pas dire qu'il soutient le PCR. Non. Dis ce que vous voyez. Ça ne veut pas ça fait pas de vous ni un sympathisant ni un militant. Mais pour merci à Samuel Bonjoc qui était là ce matin. C'est terminé Bernardo. Merci donc à Samuel Bonjoc. Merci à la dame, la jeune dame du PC.